Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans notre journal Asie à la une. Je suis Christini. Voyons tout de suite les principaux titres de l'actualité de cette semaine. Le 11 septembre, prétexte à la répression musulmans ouïghours. 2 citoyens chinois menacés de déportation. Une maman tigresse au grand cœur. 10 ans ont passé depuis les attentats du 11 septembre perpétrés par les membres du groupe terroriste Al-Qaïda aux États-Unis. Depuis, le régime chinois a utilisé ces attaques comme prétexte pour persécuter la minorité ouïghour musulmane vivant dans la région du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine. 10 ans passés depuis les attaques terroristes du 11 septembre aux États-Unis. Selon un communiqué de presse du Congrès ouïghour mondial, le régime chinois continue à prendre la lutte mondiale contre le terrorisme comme excuse pour réprimer les minorités musulmanes ouïghours dans la région chinoise de Sichuan. Rebiya Kader, présidente du Congrès ouïghour mondial, affirme, je cite, « Les autorités chinoises ont trouvé dans le 11 septembre l'excuse parfaite pour réprimer toute forme de dissidence pacifique ouïghour, qu'elle soit politique, sociale ou culturelle, et pour attribuer le moindre éclat de violence dans la région aux 3 forces du terrorisme, du séparatisme et de l'extrémisme religieux. » Selon le Congrès ouïghour mondial, la discrimination contre les Ouïghours s'est sensiblement accrue depuis le 11 septembre. Les autorités chinoises ont abusé de la lutte contre le terrorisme pour réprimer et réduire au silence tous les opposants politiques en attribuant toute agitation dans le Sichuan aux membres ouïghours favorables à une indépendance de la région. Les manifestations ouïghours sont considérées comme des actes de terrorisme et des milliers de Ouïghours musulmans ont été arrêtés et accusés d'avoir menacé la sécurité d'État. Selon Rebiya Kader, le Parti communiste chinois utilise souvent cette accusation pour criminaliser l'exercice pacifique de leurs droits humains et ainsi persécuter et emprisonner les Ouïghours musulmans innocents. À Hong Kong, l'Alliance pour un parti démocratique a annoncé lors d'une conférence de presse jeudi dernier qu'il soutiendrait une stagiaire photographe de NTD dans son action en justice contre le directeur de la police de Hong Kong. Tsai Ing-wen a en effet affirmé avoir été illégalement détenue alors qu'elle couvrait les manifestations après le défilé annuel pour la démocratie à Hong Kong en juillet dernier. Albert Ho, le président du Parti démocratique de Hong Kong, s'est exprimé aux côtés de Tsai Ing-wen lors d'une conférence de presse et a dévoilé des preuves de cette arrestation abusive. Jeudi dernier, le Parti démocratique de Hong Kong a organisé une conférence de presse pour annoncer son soutien à une action en justice lancée par Tsai Ing-wen, une stagiaire de NTD, contre le directeur de la police de Hong Kong, une première dans l'histoire judiciaire de la ville. Dans la soirée du 1er juillet, Tsai Ing-wen couvrait les suites du défilé annuel pour la démocratie à Hong Kong, sa première mission de photographe pour NTD. Alors que la police entourait un groupe de manifestants, la journaliste aurait été confondue avec les manifestants et arrêtée avec eux. Bien que NTD ait faxé les preuves de son identité de journaliste, elle n'a été libérée qu'au petit matin. La police a également relevé ses empreintes digitales. Albert Ho, président du Parti démocratique de Hong Kong, affirme que cette arrestation constitue une attaque envers la liberté d'expression à Hong Kong. Les journalistes ne devraient pas être soumis à ce genre d'intervention irrationnelle autant qu'illégale, ni à aucune répression. Il s'agit d'un droit et d'une liberté. Sans cette liberté de nous exprimer dans les interviews, la base de la liberté d'expression, c'est la moitié de notre droit à exprimer la liberté qui nous serait volée. Tsai Ing-wen veut s'assurer que d'autres journalistes ne rencontrent pas la même situation déplorable à l'avenir. Ce jour-là, je travaillais comme photographe sur le lieu de la manifestation et j'ai été arrêtée. On dit que d'autres collègues auraient rencontré la même situation. Je pense que ce genre de choses ne peut être accepté à Hong Kong. Selon Albert Ho, entre la date du défilé pour la démocratie le 1er juillet dernier et la visite fin août dernier de Li Keqiang, secrétaire adjoint du PCC, il est évident que le régime chinois a interféré dans les affaires de Hong Kong. Et le Parti démocratique de Hong Kong devrait soutenir plus d'affaires de ce genre. Désormais, il est possible qu'une autre affaire soit annoncée publiquement, parce que nous pensons que le moyen le plus efficace est de suivre les procédures légales. Ces procédures consistent en un procès ouvert qui permet aux gens de prendre connaissance des faits. Le défilé pour la démocratie de cette année a été l'un des plus politiquement animés de ces dernières années. Des groupes de manifestants ont veillé tard dans la nuit dans le centre de Hong Kong et des arrondissements de Wan Chai.
La police a arrêté près de 200 personnes. Le groupe de réflexion américain Freedom House considère Hong Kong comme n'étant que partiellement libre, en pointant le contrôle exercé par le régime chinois sur la démocratie de Hong Kong. En Corée du Sud, 2 pratiquants de Falun Gong, une pratique spirituelle pacifique, ont été arrêtés à leur domicile mardi dernier par les autorités coréennes qui menacent de les déporter en Chine où leur vie serait en danger. En effet, plus de 3000 personnes ont déjà péri depuis 1999 sous la vague de persécutions brutales menée par les autorités chinoises contre les pratiquants de Falun Gong. 2 pratiquants de Falun Gong chinois vivant en Corée du Sud risquent actuellement d'être déportés vers la Chine, où les adhérents de cette pratique spirituelle sont persécutés par le régime communiste. Les autorités sud-coréennes ont enlevé le couple à leur domicile tard dans la soirée jeudi dernier. Leur identité est gardée secrète pour leur sécurité. L'homme est un bénévole travaillant pour NTD en Corée du Sud. Lui et son épouse ont introduit une demande pour obtenir le statut de réfugié en Corée. Une amie du couple, qui a demandé à rester anonyme, a été bouleversée par leur disparition. S'ils sont déportés en Chine, ils risquent d'être persécutés ou qu'on enlève leurs organes et leurs vies seront en danger. Le mois dernier, le gouvernement sud-coréen avait été critiqué pour avoir déporté 3 pratiquants de Falun Gong vers la Chine au mois de juillet dernier. Les pratiquants de Falun Gong de Corée du Sud ont lancé un appel international afin d'aider à empêcher cette nouvelle déportation. Depuis 1999, le Parti communiste chinois persécute systématiquement le Falun Gong. Les pratiquants qui ont fui le pays introduisent souvent des demandes pour obtenir le statut de réfugié, car ils ont peur d'être persécutés s'ils retournent dans leur pays d'origine. Suite à l'incendie qui a ravagé un immeuble à Shanghai en novembre dernier, une rescapée s'interroge. Où sont passés les fonds collectés pour venir en aide aux personnes touchées par la catastrophe ? Plus de 90% de cet argent n'aurait pas été comptabilisé. Certains suspectent des responsables corrompus d'avoir détourné cet argent à leur propre profit. Depuis la fin de l'an dernier, plus de 5 millions d'euros auraient été recueillis pour les victimes d'un incendie à Shanghai. Toutefois, une lettre révèle que ces victimes auraient reçu moins du 10e de cette somme. Certains soupçonnent un détournement des autorités corrompues. Le 15 novembre 2010, un incendie mortel avait ravagé un immeuble de 28 étages à Shanghai. Wang Hong, une des personnes survivantes, a incité les 21 autres personnes à adresser une lettre ouverte à l'administration de Shanghai, exigeant que les détails des fonds récoltés soient rendus publics. Cette lettre parle d'une somme d'environ 5 millions d'euros donnés par des journaux et d'autres organisations caritatives. En comparaison, les victimes n'auraient reçu que 450 000 euros. Le bureau de Jinan de la Fondation caritative de Shanghai prétend que 3,5 des 6,5 millions d'euros reçus auraient déjà été distribués. Mais cela n'a pas suffi à convaincre les critiques qui se demandent pourquoi aucune liste détaillée n'a été publiée. Wang allègue que cet argent a été détourné. Ce ne serait pas la première fois que des responsables du Parti communiste chinois détournent les aides destinées aux populations démunies. En juin dernier, Guo Meimei, une jeune fille de 20 ans, avait suscité un scandale sur Internet en attribuant son immense fortune à son affiliation à la Croix-Rouge chinoise. Et pour refermer cette page sur la Chine, une histoire qui finit bien. L'histoire de 5 petits tigres blancs pris en charge par une maman tigresse d'une espèce différente, leur propre maman n'ayant pas assez de lait pour les nourrir tous. Un signe d'espoir pour une espèce aujourd'hui très menacée. Ces petits tigres blancs sont rares. 200 à 300 individus de leur espèce vivent en Chine en captivité. À l'état sauvage, ils sont en voie de disparition. La naissance de ces 5 frères et sœurs a été une grande victoire pour ceux qui souhaitent encore sauver cette espèce, mais les nourrir n'a pas été sans problème, leur mère n'ayant pas assez de lait pour les nourrir tous les 5. Une mère tigresse de Mandchourie est alors venue à la rescousse et a fourni du lait aux petits. Son espèce est un peu plus commune, mais cette tigresse n'a pas reçu de nom, juste le numéro 374. Elle a été choisie principalement pour des raisons de timing. La tigresse de Mandchourie a donné naissance à des tigres juste de la même taille que les petits tigres blancs. Et en plus, elle avait assez de lait. Mais il n'a pas été facile d'amener la tigresse de Mandchourie à nourrir les tigres blancs à la place de ses propres petits.
Nous avons d'abord placé un tigre blanc près de la tigresse de Mandchourie et nous avons laissé la mère s'adapter à l'environnement et à la température. Puis nous avons sorti ses propres petits un par un et avons réuni les 5 tigres blancs dans la cage numéro 374. Aujourd'hui, les 5 tigres sont sevrés et peuvent manger des petits morceaux de viande. D'ici 2 mois, le personnel mettra en place une zone spéciale d'entraînement où les 5 tigres pourront grandir et rassembler suffisamment de force pour rencontrer le public. Après une courte pause, restez avec nous à suivre dans un instant. Les Français n'oublieront jamais. Melbourne désignée ville la plus agréable à vivre. Un masterclass à l'Opéra de Florence pour les lauréats du concours de chant NTD. En commémoration des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, une association a organisé le week-end dernier une série d'événements sur le parvis des droits de l'homme face à la Tour Eiffel à Paris pour exprimer le soutien de la France envers le peuple américain. Nos correspondants ont rencontré les organisateurs de cette journée de commémoration. Écoutons-les. Afin de commémorer la tragédie du 11 septembre qui a frappé les États-Unis il y a 10 ans, l'association Les Français n'oublieront jamais a accueilli une série d'événements sur le parvis des droits de l'homme, place des Trocadéros à Paris, pour faire part du soutien du peuple français à l'égard du peuple américain. Les 4 fondateurs à l'origine de cette initiative sont des entrepreneurs français résidant aux États-Unis, Paul Bensaba, Patrick Dutertre, Jean-Pierre Heim et Christian Millet. Le but de ce groupe depuis sa création a été de répondre aux sentiments anti-français dans une partie de l'opinion américaine suite aux positions prises par la France au sujet de la guerre en Irak. Et que l'on vit aux États-Unis et que l'on voit un message qui dit « Ah, les Français ont oublié ce que nous avons fait pour eux », ça devient un problème personnel qui dit « Attendez, on n'a pas oublié » et c'est une conception qui est erronée. Donc on a décidé de monter cette association, comme le disait Christian, pour démontrer l'inverse. Lorsqu'on a une telle amitié pour nos amis américains, on a pensé qu'il était important de leur montrer que cette amitié est absolument dans les deux sens. Les Français ont été des amis des Américains depuis plus de 200 ans, et c'est d'ailleurs grâce aux Français que les Américains ont eu leur indépendance. Et il est très clair que les Américains ont sauvé les Français du nazisme et les ont libérés en 1945. À cette occasion, une réplique des tours jumelles du World Trade Center de 25 mètres a été éditée. La première tour a été recouverte de tous les noms de victimes des attentats du 11 septembre et la seconde tour arbore les messages de soutien que l'organisation a reçus à travers le monde. L'association a mis au cœur de ces commémorations un message à destination des jeunes du monde entier, la génération future qui porte l'espoir de demain. Cet événement du 11 septembre 2001, il est extrêmement sensible, non seulement pour la population générale, mais les jeunes qui avaient à l'époque 5, 10 ans, 8 ans, se souviennent exactement où ils étaient. Tout à l'heure, j'ai une jeune qui me disait j'étais en classe de 5e et ça s'est passé l'après-midi et je me souviens très très bien de ce qui s'est passé. Et donc des jeunes se souviennent. Et je trouve que ce message d'espoir, ce message qui n'est pas un message politique, qui n'est pas un message de religion, qui n'est pas un message d'amitié entre deux pays, qui est un message d'espoir. L'ouverture de la cérémonie officielle s'est faite en musique avec la Marseillaise suivie de l'hymne américain en présence de l'ambassadeur des États-Unis, de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de Monsieur le maire de Paris. Comme des centaines de personnes, Monsieur et Madame Lefort sont venus participer à la commémoration. Nous sommes venus aujourd'hui pour apporter notre soutien, pour nous souvenir du 11 septembre. Ça a été un moment assez fort, ça a été assez choquant. Et voilà, on voulait se souvenir de tous les gens qui ont disparu ce jour-là. Voilà. C'est en soutien aux Américains et pour nous, c'est l'inacceptable. C'est plus jamais ça. Selon Thomas von Essen, qui était le patron des pompiers de New York le 11 septembre 2001, ce 10e anniversaire est peut-être aussi difficile que le premier. L'Assemblée a observé une minute de silence à l'heure exacte où la tour nord du World Trade Center s'est écroulée. Quant à Nancy et Wesley Johnson, ils ont été touchés par cet événement. I think it's wonderful that the French are having this ceremony
Nous sommes américains. Je trouve fantastique que les Français aient fait cette cérémonie pour ce jour. Ça a été une tragédie pour les États-Unis et une tragédie pour le monde entier. Mais c'est magnifique de nous offrir ce souvenir. Nous sommes fiers d'être ici en tant qu'Américains. Je pense que toutes les nations qui ont supporté les États-Unis sont remarquables. Nous partageons tous les mêmes valeurs, les mêmes buts et protégeons nos sociétés. C'est un symbole d'unité et je suis fier d'être ici, fier d'être un Américain à Paris. I'm proud to be here and proud to be an American, proud to be an American in Paris. C'est dans une atmosphère solennelle et chaleureuse que musique et minutes de silence se sont succédées tout au long de la cérémonie de commémoration. NTD Paris, France. Après les attentats du 11 septembre 2001 à New York, de nombreux intervenants qui ont aidé à chercher des survivants et à nettoyer les décombres ont contracté des maladies causées par les poussières toxiques. Nos correspondants à New York ont rencontré 3 de ces hommes qui leur ont raconté leur histoire et expliquent qu'il y avait encore beaucoup à faire pour aider ces victimes. Voyons ce reportage. Avant de commencer les opérations de sauvetage, j'ai regardé le tas de décombres et je me suis dit, mon Dieu, par où commencer ? Ken George était affecté au département de l'assainissement de New York. Il y a 10 ans, il se trouvait au Ground Zero à contempler ce qui restait des tours jumelles du World Trade Center, ce que les sauveteurs ont appelé le tas. Quelque chose d'inimaginable, quelque chose qu'on ne voit que dans les films d'horreur. C'est comme si les portes de l'enfer s'étaient ouvertes pour avaler les 2 tours. Glenn Klein était policier à New York. Il est arrivé sur les lieux juste avant que la 2e tour ne s'écroule. Nous avons perdu 23 policiers de New York, dont 14 de l'unité d'intervention d'urgence à laquelle j'étais affecté. J'avais travaillé avec ces hommes chaque jour pendant des années et des années. Nous étions comme des frères. John Devlin était conducteur de machine lourde. Il s'est rendu à Ground Zero le lendemain. En me rendant sur les lieux, je pensais que j'allais devoir soulever des débris et sauver des gens. Mais une fois sur place, en fait, plus personne n'était en vie. Il fallait juste que je permette à tous ces gens, de l'autre côté de la barrière, de tourner la page. Ces 3 hommes sont tous premiers intervenants, les premiers hommes à être arrivés sur les lieux juste après les attaques du 11 septembre 2001. Et ils sont restés là pendant des mois pour nettoyer les décombres. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, ils sont venus participer à l'inauguration d'un monument à la mémoire des intervenants dans le quartier de Nesconset à New York. Les noms de centaines de premiers intervenants décédés après le 11 septembre seront gravés sur ce mur. Des dizaines de milliers de premiers intervenants sont tombés malades après avoir respiré les vapeurs toxiques pendant des mois sur le site du World Trade Center. Glenn Klein, Ken George et John Devlin comptent parmi ces victimes. Glenn Klein a développé des problèmes gastro-intestinaux causés selon lui par les produits polluants du Ground Zero. Quand le soleil brillait par la fenêtre, on pouvait voir la poussière circuler dans l'air. Et cette poussière atterrissait sur la nourriture que nous mangions. Ken George souffre aujourd'hui de problèmes cardiaques et d'une maladie pulmonaire. Il est sous oxygène et prend 33 comprimés par jour. C'est comme si quelqu'un vous marche sur la poitrine. Vous ne pouvez pas respirer. C'est comme ça. Comme essayer de courir avec quelqu'un qui vous pèse sur la poitrine. C'est ainsi que je me sens. John Devlin a peine à respirer à cause d'une pneumonie et d'asthme. Il souffre également d'un cancer de la gorge inopérable. Ces 3 hommes ont pris la défense des autres premiers intervenants par le biais de leurs syndicats régionaux et des organisations telles que la Fondation Feel Good, dont la devise est « Aucun intervenant ne sera oublié ». En décembre dernier, ils ont fait pression auprès du Congrès américain pour faire adopter la loi Zadroga. Cette loi prévoit un financement fédéral pour couvrir les frais de santé et le suivi médical des premiers intervenants. Toutefois, cette couverture doit prendre fin dans 5 ans et ne couvre toutefois pas les cancers. Ken George précise que les intervenants de première ligne du 11 septembre méritent plus. Pas pour eux-mêmes, mais pour leur famille. Je connais beaucoup de premiers intervenants qui sont décédés. Leurs épouses ont dû chercher un emploi pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Parce qu'après la mort de leurs époux, elles ont perdu la couverture sociale des soins de santé. Pour John Devlin, le combat reste à venir. Avant de mourir, je voudrais m'assurer que cette loi soit appliquée et que les fonds seront disponibles. Je ne veux pas que les prochains premiers intervenants rencontrent une telle situation et qu'ils ne soient pas protégés. Que nous ayons été les cobayes, ça va. Mais de mon vivant, je veux m'assurer que tout le monde soit protégé, s'il y a une prochaine fois. NTD News, New York. La dispute opposant l'Ukraine et la Russie concernant le commerce et le prix du gaz pourrait être amenée devant la justice.
Nos correspondants ont assisté à une conférence de presse durant laquelle le président ukrainien s'est exprimé à ce sujet. Voyons cela. L'Ukraine se prépare à porter devant les tribunaux son différend avec la Russie sur le gaz, a déclaré le président ukrainien Viktor Yanukovych lors d'une interview donnée mercredi dernier au quotidien économique russe Commerçante. Yanukovych pense que Kiev paie le gaz russe à un prix déraisonnablement élevé. Il souhaite payer le même prix que l'Allemagne, c'est-à-dire 145 € de moins par 1000 m3. Nous négocions cette question depuis déjà 1 an et demi et nous avons réglé nos factures à échéance, mois après mois, sur la base des contrats existants. 1 an et demi de négociations ont échoué, donc cette situation doit prendre fin une fois pour toutes. La position de la Russie est pour nous absolument inacceptable et si cela ne change pas, nous ferons appel à la justice internationale, au tribunal de Stockholm et à la Cour internationale d'arbitrage de La Haye. Au troisième trimestre de cette année, l'Ukraine paie plus de 240 € les 1000 m3. Le prix équitable sur le marché serait, selon le Premier ministre Azarov, d'environ 180 € par 1000 m3. Selon Moscou, la Russie est prête à baisser ses prix à 2 conditions. La première est que l'Ukraine accepte de rejoindre un syndicat douanier avec la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. La seconde est que l'Ukraine accepte de fusionner l'entreprise ukrainienne Naftogaz avec le géant du gaz russe Gazprom. Mais Kiev ne trouve aucune de ces options acceptable. Le Premier ministre et le président ukrainien ont clairement répété que la compagnie nationale Naftogaz n'envisage pas de fusionner avec Gazprom. Mais selon Alexis Miller de Gazprom, l'Ukraine ne devrait pas espérer de traitement de faveur ni un gaz à bon marché. Le prix du gaz pour l'Ukraine est plus bas qu'en Pologne, en Hongrie, en Turquie et en Roumanie. En général, il semblerait que nos partenaires ukrainiens, qui ont largement profité du gaz russe à bon prix, en demandent toujours plus. On ne sait pas jusqu'où ça ira, peut-être jusqu'au bout. L'Ukraine espère régler le problème avant d'avoir recours aux tribunaux. Mais même si un arbitrage international devient nécessaire, les experts pensent qu'une guerre du gaz est improbable. Si dans un futur proche un accord n'est pas trouvé, l'Ukraine n'aura pas d'autre option que de se tourner vers la justice. Laissez-moi vous rappeler que cela reste une étape normale et civilisée entre deux sociétés qui n'arrivent pas à résoudre certains problèmes. Ce n'est donc pas le début d'une guerre. En attendant, les experts pressent l'Ukraine de chercher d'autres fournisseurs en gaz naturel, d'accroître la production de son propre gaz et de développer des sources d'énergie alternatives. NTD News, Kiev, Ukraine. Quel est le meilleur endroit où l'on puisse rêver de vivre sur cette planète Terre ? Cette année, une étude mondiale menée par une société américaine a désigné Melbourne, en Australie, comme la ville la plus agréable du monde. Nos correspondants australiens nous en disent plus. Melbourne en Australie a été désignée la ville la plus agréable à vivre du monde par la dernière étude mondiale d'habitabilité. Melbourne est classée à la première place avant Vancouver au Canada. 3 autres villes australiennes se trouvent classées parmi les 10 premières villes. Cela concerne le tourisme et engage les gens à venir à Melbourne. Cela concerne les affaires et l'organisation de grands événements. Mais cela nous rend très fiers de notre ville. Melbourne a marqué des points grâce à plusieurs indicateurs comme la stabilité sociale et politique, le taux de criminalité, les services de santé et la diversité des événements culturels. Si je devais vivre dans n'importe quelle grande ville d'Australie, ce serait ici à Melbourne. Tout est facilement accessible autour de Melbourne. Tout le monde est vraiment gentil. Si vous avez besoin d'un conseil ou de trouver votre chemin, tout le monde est très gentil. C'est un vrai plaisir de vivre à Melbourne. Melbourne accueille également de nombreux événements internationaux, par exemple des spectacles comme Shenyang Performing Arts. Et pour les fans de sport, il y a le Grand Prix de Formule 1 et la Melbourne Cup, une prestigieuse compétition hippique. L'enquête mondiale d'habitabilité étudie 140 villes à travers le monde afin de déterminer les meilleures et les pires conditions de vie. Elle est réalisée chaque année par une société américaine de recherche et d'études du département des renseignements du groupe The Economist. NTD News, Melbourne, Australie. Pour les amateurs d'art oriental, le Musée métropolitain des arts de New York vient d'inaugurer une exposition baptisée L'art de la résistance.
Cette exposition présente des œuvres créées au XVIIe siècle en Chine, à la période de transition entre les dynasties Ming et Qing. Nos correspondants à New York nous donnent un aperçu de cette exposition. Depuis la semaine dernière, les visiteurs du musée métropolitain des arts de New York ont la chance de pouvoir admirer les plus belles œuvres d'art chinois du XVIIe siècle. L'exposition L'Art de la différence présente plus de 60 peintures de paysages et de calligraphie issues d'une collection privée de Hong Kong. Cette exposition met en lumière le style personnel des plus grands artistes au cours de la difficile transition entre les dynasties Ming et Qing au XVIIe siècle en Chine. La chute de la dynastie Ming et la conquête de la Chine par les Mandchous au XVIIe siècle a été une période de tourmente dans l'histoire chinoise. Cette transition a déclenché une effusion d'œuvres artistiques. De nombreux artistes Ming ont refusé leur soutien au règne des Qing et ont exprimé leur méfiance et leur vertu morale à travers leurs œuvres d'art. Les artistes représentés dans cette exposition sont des hommes qui sont restés loyaux à la dynastie Ming et qui ont exprimé cette loyauté en se retirant dans le paysage, en peignant des images de désolation dans la nature. Ils exprimaient aussi le refus de leur soutien aux Mandchous. Maxwell Hearn, conservateur du musée, explique que le plus frappant n'est pas le contenu des peintures, mais bien leur style. Ces artistes Ming ont résisté au règne des Qing en utilisant l'art comme une forme de silence ou de résistance passive. Ces hommes étaient à la base des individus qui voulaient s'exprimer à travers leur art. C'est donc une forme d'expression très personnelle. Ces hommes n'étaient pas intéressés par la représentation de la nature, mais ils utilisaient les paysages comme un véhicule pour exprimer leurs sentiments les plus profonds. Cela n'est pas quelque chose de nouveau. Il existe une longue tradition d'utilisation de l'art comme moyen d'exprimer des sentiments en réaction à une situation politique. L'introduction d'un poème dans un paysage est un élément important dans l'art traditionnel chinois. Le point important pour apprécier cette exposition est de lire à la fois la poésie et les peintures comme des moyens d'exprimer une partie des sentiments des artistes en réaction à ce qui se passait à cette époque. Certains de ces artistes avaient choisi de cacher leur identité, de se réfugier dans le paysage de leur art ou de se dérober au règne Qin en devenant moines bouddhistes. L'exposition L'Art de la différence est découpée en 5 catégories thématiques et régionales. Elle sera ouverte jusqu'au 2 janvier 2012. NTD News, New York. Venise, Florence et Rome sont considérés comme les berceaux de l'opéra italien, une forme d'art datant du XVe siècle. L'Académie de l'Opéra de Florence a signé un accord avec notre chaîne NTD pour offrir une bourse à 3 participants du concours international de chant organisé par NTD en octobre prochain au Carnegie Hall de New York. Nos correspondants ont rencontré la directrice artistique de l'Académie qui explique ce qui l'a amené à s'intéresser et soutenir ce concours prestigieux. Florence, capitale de la Toscane italienne, cité des arts et de l'architecture et vivier de l'opéra italien. Silvia Bossa, la directrice artistique de l'Académie de l'Opéra de Florence, se rendra à New York en octobre prochain pour assister au concours international de chant de NTD au Carnegie Hall. À l'issue de ce concours, Mme Bossa sélectionnera 3 participants qui bénéficieront d'une bourse en reconnaissance de leur talent à interpréter l'opéra italien. L'intérêt de Mme Bossa a été éveillé par la mission annoncée de ce concours, promouvoir un art vocal traditionnel de pure authenticité, de pure bonté et de pure beauté. C'est ma raison de vivre. J'ai ressenti une connexion immédiate et parfaite. Selon elle, la finale du concours NTD et le récital des futures stars au Carnegie Hall le 30 octobre prochain sera une étape importante pour les artistes qui y participeront. En ce moment historique de grande émotion, pouvoir donner tout son cœur, arriver à s'exprimer vraiment et sincèrement, c'est ce qui fait grandir un artiste, quel que soit le résultat du concours. Un concert aura lieu à Florence pour les 3 lauréats des bourses d'études à la fin de leur masterclass.
NTD News, Florence, Italie. Ainsi s'achève notre nouvelle édition Asie à la une. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous.